Précisément quelque chose. Voilà, donc on va bientôt commencer. Bonsoir. Alors, nous sommes ravis de vous avoir ici nombreuses et nombreux ce soir. Juste pour savoir, pour qui c'est la première fois un meet-up des Ladies of Code? Roule les bras? Ouais, pas mal. Cool. Donc, bienvenue. Alors, un petit mot sur les Ladies of Code. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Tout ça, tout ça. Donc, globalement, c'est une communauté autogérée. Donc, aujourd'hui, on a, par exemple, un Slack qui est un espace safe de discussion en non-mixité. Donc, pour toutes celles qui n'en font pas partie, vous pouvez aller voir des admins pendant la partie apéro dînatoire réseau tout à l'heure pour qu'on vous ajoute. Donc, les admins, levez la main, histoire qu'on vous voit. Donc, voilà. Donc, vous pouvez nous voir toutes les quatre, on pourra vous ajouter. Là-dessus, on échange sur de la tech, de la recherche d'emploi, sur la vie en entreprise, le fait d'être une femme dans la tech, nos bouquins préférés ou une photo de chat. Voilà, c'est tranquille. Après, comme vous voyez, on organise des meet-ups. On en a à peu près une grosse demi-douzaine par an. Des fois, on fait aussi des apéros. Mais on peut aussi faire tout type d'événements. Donc, Mélanie, qui va parler tout à l'heure, elle est aussi en train de lancer des dîners. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, c'est une communauté qui est ouverte et qui est là pour vous. Et si vous avez des idées pour la faire vivre, bah, contactez-nous sur Slack, parlez-nous-en tout à l'heure. Pareil, on recherche tout le temps des oratrices. Comme vous allez le voir, le public est très sympa. Enfin, j'espère que vous le saurez. Et c'est une super occasion si jamais vous avez envie de prendre la parole et que vous voulez un lieu où vous vous sentez bien. Donc voilà, c'est ça notre groupe, que vous vous sentez bien. Ce soir, alors, on va avoir 3 super talks. Donc, on va commencer par Mélanie qui nous parlera de Growth Engineer et d'autres métiers hybrides. Ensuite, on a Sama qui va faire un co-talk avec Kylian, c'est ça? Et qui va nous parler de comment Kylian a rejoint un projet qui avait été développé au fond d'un garage. Et on terminera par Alice qui nous parlera de développement de carrière dans la tech. Donc, un petit mot, sauf contre-ordre des oratrices. On préfère que les talks se déroulent d'un coup et que vous posiez vos questions à la fin. Mais après, si les oratrices veulent prendre des questions pendant, c'est leur choix. Et maintenant, je vais laisser la parole à Philippe qui nous a aidé je connais pas. à organiser cet événement. Alors ce soir, le moteur de recherche ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas derrière en train de répondre. Donc bienvenue tout le monde, on est ravis de vous accueillir de nouveau tous les ans, moins une fois. Ouais. Alors Google à Paris, vous avez vu les locaux. On a tout un tas de métiers, mais il y a aussi plein de... Alors, ce que les gens ne connaissent pas, c'est qu'il y a beaucoup d'ingénieurs ici chez Google. Et toutes les personnes qui vous ont accueillis sont des ingénieurs qui travaillent dans les différentes équipes. Alors, il y a du Chrome, Chrome iOS, YouTube, Google Brain, DeepMind et d'autres. Donc, n'hésitez pas à les discuter à la fin avec les personnes qui ont des petits badges. C'est l'occasion d'avoir des histoires sympathiques sur ce qu'on fait chez nous. Et c'est tout. C'est fini.
Mélanie. Yes. Au niveau du micro, là, si vous allez, ça se passe comment? On a des micros si tu veux. Ah oui, on vous entendait bien ou bof? Ça allait? Un, deux. Bof? Un, deux. Ouais, bah alors ce sera pas mal le micro. Bien vu. Sur Google, on vous entend bien. Ah, j'ai pas de pile. Un, deux. Un, deux. On m'entend pas là? Je crois que c'est mieux sur le fond. On vous entend bien. Je ne sais pas si vous entendez, mais à distance, on vous entend bien. Et si je me unmute ici? C'est plus pour celles qui sont en ligne, parce que pour ici, je peux parler assez fort. Mais... Un, deux, deux. On m'entend là? Non. Vous n'avez pas de micro. Voilà. Mais est-ce que je me mute ou pas? Non, non, je reste en ligne. Bon, j'espère que celles qui sont en ligne. On vous entend, oui. Merci. Ah, merci. Merci en tout cas. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis super contente d'être ici ce soir parce que ça fait depuis très longtemps que je suis chez Elisa Code, alors que je ne suis pas développeuse. Donc, elles m'ont accueillie à bras ouverts depuis très longtemps, donc j'en suis très reconnaissante. Moi, j'ai un parcours plutôt école de commerce, marketing, et depuis quelques années en growth. Et je vais vous expliquer un peu ce que c'est le growth. Et après, si vous avez passé product manager, c'est la deuxième partie de l'histoire que je vais présenter ce soir. Donc, je vais vous parler d'un métier qui s'appelle Growth Engineer. Avant ça, je vais juste revenir un petit peu en arrière, reparler encore une fois de la stratégie de growth hacking, si certaines ne connaissent pas encore, ou ont des mauvaises idées du growth hacking, parce que le growth hacking, ce n'est pas un hacker avec sa capuche qui essaie de entuber les consommateurs, ce n'est absolument pas ça. À la base, c'est une équipe pluridisciplinaire avec des profils product, marketing, data et aussi en ingénierie, donc je le mets dans la partie product. Et ils sont là pour créer de la valeur sur de l'existant en résolvant un maximum d'hypothèses. Donc, pour vous donner un exemple, on va avoir un onboarding qui a été mis en place par l'équipe product. Et puis, on se rend compte au bout de 6 mois que, tiens, il y a un drop d'utilisateurs qui vont jusqu'au bout de l'onboarding. Et cette task force growth va essayer de valider un maximum d'hypothèses. Est-ce qu'il y a un drop d'onboarding parce qu'on ne s'adresse pas à la bonne cible? Le marketing, il va essayer de changer leur copywriting. Est-ce que au niveau produit, on leur demande des mauvaises informations? Côté produit, on va changer ces choses-là. Et pourquoi l'équipe est pluridisciplinaire? C'est pour aller extrêmement vite. On ne suit pas des roadmaps de 3 mois à 6 mois. C'est en général des roadmaps très, très courtes pour aller très, très vite et trouver des solutions. Et l'aspect pluridisciplinaire est très important parce qu'en France, malheureusement, quand on fait du growth, on parle que du marketing. On parle de growth marketer, on parle de lead gen. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ça. À la base, la personne qui a créé cette stratégie s'appelle Sean Ellis, était VP marketing de Dropbox dans les années 2000. Et lui, il était le seul et unique marketeur de la boîte avec une équipe d'ingénieurs. Et donc, sa problématique à lui, c'était de faire du marketing et de développer un produit dans une équipe d'ingénieurs. Il n'y a rien contre les ingénieurs, mais ça demandait d'avoir des nouvelles techniques. Et donc, c'est ce qu'il a mis en place. Donc, c'est un processus, analyse de données, collecte d'hypothèses, on expérimente, on teste des choses et on essaie de trouver des solutions. Il y a un métier qui fait partie de cette équipe qui est encore un peu méconnu, qui est le growth engineer. Alors, parfois, vous voyez growth hacker, je déteste cette appellation. Donc, je l'appelle plutôt growth engineer parce que c'est quelqu'un qui a des compétences engineering et business. Donc, quelqu'un qui est développeur, mais qui a une appétence sur les sujets revenus, sur les sujets business. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec 2 growth engineers incroyables. Et ensemble, on se répartissait nos tâches selon nos compétences, nos expertises. 2 anciens développeurs qui avaient cette appétence pour les projets business. Dans les petites bulles, je mets aussi bien des compétences no-code ou data ou tracking, automatisation. Ça peut aller très loin selon la fiche de poste, selon l'équipe que vous allez rejoindre. Je vais vous donner des exemples de missions. Alors malheureusement, en France, encore 50% des missions de growth engineer, c'est de la lead gen. Ce que j'entends par la lead gen, pour ceux qui ne sont pas dans les équipes marketing ou sales, c'est une équipe plutôt soit marketing, soit junior sales, qui va essayer de, par plusieurs techniques, trouver un maximum de contacts qualifiés, donc des contacts B2B, à envoyer aux commerciaux, et les commerciaux sont là pour les closer. Donc, ça peut être scraper du LinkedIn, envoyer des masses emailing automatiques. Bon, c'est pas la meilleure des techniques, mais malheureusement, en France, c'est encore la majorité du travail d'un growth engineer qui va être là pour faire les scripts, l'automatisation, pour faire l'enrichissement des données, pour mieux connaître ses contacts et aussi tester un maximum d'emailing très rapidement. Ensuite, il y a une partie automatisation et tracking que je trouve super intéressante.
Souvent, c'est le gross engineer qui va gérer le Zapier ou le N8N. C'est le gross engineer qui va faire les implémentations de segments sur le site, qui va s'assurer que les données du site remontent au bon endroit, notamment sur le CRM ou sur d'autres outils. C'est lui qui va faire en sorte de tout simplement rendre les tâches des équipes business beaucoup plus rapides et automatisées. Il y a 2 autres projets que j'aime beaucoup et qui malheureusement ne sont pas encore super courants en France, Product Growth et Side Project. Product Growth, c'est tout simplement sur le produit, qu'est-ce qu'on peut améliorer d'existant pour changer les choses. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de l'onboarding. Ça peut être aussi, on avait par exemple l'admin de notre outil qui était pas du tout adapté pour de l'upsell ou du cross-sell. On a testé tout simplement de changer des critères, de changer le billing, de changer à qui on s'adresse. Et en fait, on l'a fait en dehors de l'équipe produit, on a été très vite et on a essayé de trouver des solutions. Et ensuite, une fois que les solutions étaient trouvées à petite échelle, on les envoyait à l'équipe product pour qu'ils le mettent dans la roadmap de façon beaucoup plus pérenne. Les side projects aussi, c'est un sujet super intéressant. C'est le gross engineer qui va essayer de faire de la croissance avec, comme je le dis, un side project. Donc, ça peut être de plusieurs façons. Lorsque j'étais chez Strapi, qui est un headless CMS que peut-être certains d'entre vous connaissent, vous avez accès à une démo. Vous remplissez votre email, votre nom, vous avez accès à une démo où il y a le front et le back, sans avoir installé Strapi sur votre machine. Ça, c'est mon gross engineer qui l'avait développé avant mon arrivée, ce qui permettait d'avoir une expérience waouh du produit avant même que le développeur l'ait installé sur sa machine. Il y a quelques années, je suis dans une autre entreprise qui s'appelle Ocus, qui met en relation des photographes et des entreprises B2B. Un de ces side projects que je trouvais super intéressant, c'était il a créé une sorte de site Google Maps où les photographes pouvaient mettre les endroits où ils pouvaient faire des expositions photos. Ça n'avait rien à voir avec notre business, ça n'avait rien à voir avec le revenu, mais le but était de attirer les photographes via ce site, leur montrer qu'on est de leur côté, qu'on leur apporte de la valeur, pour avoir plus tard qu'ils aillent tester notre produit Opus. Donc ça, c'est des projets super intéressants qui malheureusement ne sont pas encore super développés en France, mais qui ont tout intérêt à l'être. À droite, vous avez un screenshot d'une description de job, ça va être tout petit malheureusement. C'est un job de gross engineer chez Malte et j'ai trouvé très bien parce que tout simplement, ils ont bien compris ce que c'était le rôle d'un gross engineer, donc je vous encourage à aller regarder. Au niveau du salaire, on est entre 47 et 60 K. Sans déjà ce qu'on a payé nos gross engineers. J'ai comparé avec le salaire d'un junior développeur, c'est au-dessus, donc ça peut être intéressant. Mais néanmoins, la réalité est un peu difficile en ce moment. Comme vous le savez, il y a une certaine crise économique dans la tech. Et ce matin, j'ai regardé, il n'y a que 3 offres de gross engineer en ligne. Mais bon, j'espère que maintenant que vous verrez le title gross engineer, vous allez être un petit peu curieux et curieuse de regarder ce que c'est. Parce que quand on ouvre un poste de gross engineer, on a très, très peu de développeurs qui postulent. Soit ils se disent, c'est du business, ça ne m'intéresse pas. C'est pour des juniors. Et en fait, non, parce que la plupart de mes gross engineers étaient des développeurs avant ou sont devenus développeurs, sont devenus gross engineers. Donc, il y a beaucoup d'a priori sur ce métier encore. Et c'est très difficile de trouver un très bon gross engineer. Encore une fois, le niveau des technos, je ne vais pas en parler parce que ça va vraiment dépendre de l'équipe que vous allez rejoindre. Chez Gitgordian, le gross engineer fait essentiellement du no-code et de la data. Il fait très peu de web, mais il fait beaucoup de no-code. Donc, ça va vraiment dépendre de l'équipe que vous allez rejoindre. Donc, gross engineer, c'est un métier un peu hybride. Donc, encore une fois, entre le business et l'engineering, il y a besoin d'avoir ces 2 appétences, d'avoir les compétences engineering et envie de rejoindre l'équipe business. Vous n'allez pas rejoindre l'équipe engineer, vous n'allez pas être managé par un CTO. Et en fait, ça m'a donné l'idée de ce talk parce que je pense qu'il y a pas mal de ladies qui viennent de la reconversion, qui viennent de bootcamp. Et souvent, les bootcamps, on représente seulement le métier de développeur ou développeuse. Et du coup, une fois qu'on est face au marché du travail, c'est assez difficile de se vendre, assez difficile d'avoir de face à des recruteurs qui vous disent « Ah, vous n'avez pas l'expérience en développeuse ». Sauf qu'en fait, vous avez l'expérience. Vous avez l'expérience de votre ancien métier. Moi-même, j'ai fait un bootcamp cet été, un bootcamp de product manager. Et quand je passe dans des entretiens, on me dit « Ah, mais tu n'as pas d'expérience en product management ». Ouais, mais attends, j'ai fait ça. Et ça, malheureusement, ce n'est pas encore assez mis en valeur. Donc, d'où le sujet de ce talk. Les métiers hybrides, ça ne vient pas de moi. Ça vient de Gabriel Alperne, qui est philosophe, qui a écrit un livre, Tous Centaures, éloge de l'hybridation. Alors, elle considère que l'hybridation, c'est un mariage un peu improbable. On mélange des secteurs, on mélange des activités, on mélange le privé, on mélange le public. Et ça crée des profils vraiment particuliers.
Ça crée des profils qui... hop, j'enlève ça. Ça crée des profils qui sont aussi en quête de sens. Le marché du travail a énormément divisé les compétences avec le taylorisme. On vous demande d'être ultra spécialisé. Or, l'hybridation, ce n'est pas la spécialisation. C'est vraiment de venir avec ses compétences passées dans un nouveau métier et les apporter et les mettre en valeur. Ça va être encore une progression lente de l'hybridation, ce n'est pas encore très courant. Gabriel Alterne dit qu'on va plutôt parler de plus en plus de socle de compétences. J'aime bien ce terme plutôt que de métier. Mais néanmoins, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a trois menaces majeures à ça. Le premier, c'est le recrutement. Donc voilà, en face de vous, vous avez des recruteurs qui ne sont pas forcément très ouverts, qui ont leur scorecard, qui essaient de suivre à la lettre, qui voient des profils très différents de ce qu'ils ont l'habitude de voir et ne savent pas comment agir, ils sont un peu bloqués. Vous avez au niveau du management aussi, comment on manage ce type de profil, dans quelle équipe ils vont rejoindre. Par exemple, le métier de Product Marketing Manager, j'ai pris un exemple qui n'est pas tech, eh ben, il y a encore des boîtes où on ne sait pas si on met cette personne dans une équipe marketing, dans une équipe product, ou un petit peu entre les deux, on ne sait pas. Les métiers de Solution Engineer qu'on avait chez Strapi, et je vais en parler après, c'était des personnes qui étaient ingénieurs, s'occupaient du pré-sale, donc avant la vente, ils assistaient les commerciaux dans la vente d'un produit très technique et répondre aux questions des développeurs, et s'occupaient de la partie CSM quand il y avait des questions aussi techniques. Bah, on les met dans quelle équipe? Dans ce cas, on met engineering, on met dans les ventes, on les met dans les customer success. Voilà, ça crée un peu de méconnaissance ou de problèmes internes, mais je pense qu'une fois bien abordé, ça a vraiment une valeur ajoutée. Et la dernière menace, j'en ai parlé, c'est la crise économique actuelle. Il y a très peu d'offres en ce moment. On demande beaucoup de candidats parfaits avec de l'expérience. J'en fais les prêts en ce moment. Il y a plus de 3 offres de grosses ingénieurs, mais une fois que j'espère que ça va reprendre, vous saurez qu'il y a ce métier qui existe. Un métier que vous connaissez déjà sûrement, c'est le métier de DevRel. Je pense que vous connaissez un peu tous. Ça demande des compétences communication et engineering. J'ai mis communication en plus gros parce qu'on peut être un bon développeur ou un junior, mais c'est important d'être un très bon communicant. Il va falloir animer des meet-up devant des centaines de personnes. Il va falloir animer des sessions Twitch pour faire des product démos, répondre aux questions de la communauté. Et ça, si on n'est pas à l'aise d'un point de vue public, ça peut être difficile. Donc ça, c'est un métier qui est super intéressant pour celles qui viennent de la communication, des réseaux sociaux, de l'animation de communauté. On avait 3 DevRel chez Strapi et 2 venaient de ce secteur-là. Le premier, il avait appris à coder à la trentaine. Il a monté une chaîne YouTube Coding After 30. Et comme il faisait plein de vidéos sur Strapi, on l'a débauché, on l'a proposé de rejoindre l'équipe. Et la deuxième venait de terminer ses études, elle était encore junior dev. Elle nous a rejoint en stage en tant que DevRel et en fait, ça lui a permis de continuer à coder, continuer à améliorer ses connaissances et maintenant, elle est front-end engineer. Donc, encore une fois, ça peut être aussi une porte ouverte pour la suite pour retourner en tant que développeur. Un autre métier que vous connaissez sûrement, c'est le technical writer. Donc ça demande des très bonnes connaissances en documentation et des connaissances en engineering. J'adore l'histoire de notre ancien technical writer, lui, il était à la base chercheur dans un laboratoire pour trouver une solution contre le cancer. Donc, pour vous dire que il écrit des rapports, il écrit des études, c'est son quotidien, il passait son temps à écrire. Et ensuite, il a voulu quitter le milieu de la recherche, qui était un peu difficile d'un point de vue structurel et économique. Et il s'est formé en tant que web développeur. Il a travaillé quelques temps dans une agence et ensuite, il a rejoint Strapi en tant que technical writer. Et ses compétences anciennes de chercheur à écrire constamment toute la journée, ça lui a servi en tant que technical writer. Donc, si vous avez un parcours en documentation, envisagez les technical writers parce que c'est aussi un métier qui a du mal encore à être rempli. Technical SDR, Product Advocate. Alors moi, je vous ai parlé des Solution Engineers, c'est comme ça qu'on les appelait chez Strapi. Vercel appelle ça des Product Advocates, mais c'est un peu la même fonction, c'est d'assister les commerciaux à une vente. Donc un outil comme Strapi, comme Algolia, comme Scaleway. En face de vous, vous avez des CTO, des développeurs qui vont vous poser des questions très techniques, qui vont essayer un peu de vous challenger, parce que forcément, il y a un peu le cliché que les développeurs n'aiment pas les commerciaux, donc ils essaient un peu de se venger en posant des questions très techniques. Donc souvent, les commerciaux sont associés avec soit un Solution Engineer, soit un Product Advocate, comme le dit Vercel, qui sont des personnes qui ont
qui savent répondre aux questions clients et qui ont une bonne connaissance product. Pour celles qui viennent de la data, il y a le métier de data engineer qui est là pour orchestrer les données, pour les stocker, pour les modéliser, qui demande d'avoir des bonnes compétences en data management, en gestion de données, en orchestration, et puis vous connaissez Python, AWS, il faut avoir ces connaissances-là. Là aussi, c'est pas courant. Moi, j'ai été souvent dans des boîtes où on se débrouille un peu comme on pouvait pour la data. Or, en fait, le métier de data engineer, je pense que ça va être de plus en plus requis. Et un autre métier que j'ai découvert il y a quelques temps, Analytic Engineer. C'est un peu ce métier qui m'a donné l'idée de ce talk. C'est le bébé parfait entre data engineer et data analyst. Lui, il va être beaucoup plus proche des data analysts et il est là pour vraiment apporter la donnée aux data analysts. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est un ancien data analyst, mais qui aime coder et qui aime la partie engineering. Et voilà, c'est un métier que je découvre via la newsletter de Madison Mae, qui est super intéressant. Et là où le data engineer, il est un peu dans son coin à faire la stack, l'analytic engineer, il est vraiment là pour apporter de la stack aux data analysts. Donc, ça peut être aussi une débouchée pour vous. En conclusion, en fait, j'en ai pas vraiment. Parce que la conclusion, elle dépend pas vraiment de moi, elle dépend des candidates. Soyez curieuses, regardez ce qui se passe derrière un titre de job. Notamment dans les grands groupes, il y a beaucoup de métiers qu'on ne connaît pas. Il y a plein de métiers encore qui sont techniques et ils ont des noms un peu bizarres quand on vient de la start-up. Et au final, ça va être super intéressant. Et si parmi vous, il y a des recruteurs ou des CEO, soyez courageux. Ouvrez la porte à des métiers hybrides, ouvrez la porte à des profils en reconversion. Parce que certes, actuellement, il y a une crise économique, mais une fois qu'elle sera rétablie, c'est vraiment des profils qui peuvent vous aider à aller beaucoup plus loin parce que leurs compétences passées vont vous permettre de faire un bond en avant et surtout de ne pas embaucher des clones à répétition. Donc voilà, je vous remercie. Merci Mélanie. Merci Marie. Est-ce que je stop sharing? Yes. Bon, ça va, Kylian. Allez, Choisissez le support de votre choix. merci. Du coup, il faudra parler fort. On va oublier le micro. Alors, ça va Kylian, on va vous présenter un talk. Donc là, on va vous montrer un peu, on va vous parler un peu. Ah, je parle plus fort? Ok, ça marche. Donc, comment réussir l'intégration de nouveaux collaborateurs dans un projet qui a commencé seul dans son garage? Moi, je vais m'expliquer, bien entendu. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Qui je suis? Donc, Sama Galusi, je suis ingénieure en technologie de l'information pour la santé. Aussi data scientist, développeuse et aussi formatrice dans une école d'ingénierie. Donc, j'ai commencé ma carrière en fait au CEA, donc c'est le commissariat à l'énergie atomique, en tant qu'ingénieur-chercheur. Puis j'ai travaillé dans une start-up parisienne, puis au ministère de la Santé en fait en tant qu'entrepreneur d'intérêt général. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais la première fois que j'en ai entendu parler, c'était un meet-up ici chez Google. Du coup, c'était en 2017, si je me souviens bien, et c'était Mathilde Brass qui à l'époque avait présenté les EIG, du coup. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est des data scientists, des designers et des développeurs qui viennent du milieu du privé, qui sont recrutés par l'État pour une mission bien précise. Le but, c'est de moderniser le service public. Et donc, on a intégré pour un CDD de 10 mois dans une administration. Donc, moi, en l'occurrence, c'était au ministère de la Santé. Et après, il y a vraiment pas mal de projets. Et je vous invite à les découvrir. Il y a une promotion chaque année. Donc, vous pourrez aller sur le site de Etalab si ça vous intéresse. On pourra en parler aussi plus tard. Et ensuite, du coup, mon projet, Ayatech, et depuis 2019, je travaille dessus et je vais vous en parler un peu plus maintenant. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce projet? Eh bien, le but, c'est d'améliorer l'accès et la qualité des sons pour tous, en mettant
en avant les nouvelles technologies, bien entendu, parce que le but, c'est de prendre en compte les compétences que j'ai en tant que tech pour les mettre au service de l'intérêt général, du bien commun. Quelle que soit l'origine, la culture ou la langue des patients, là pour le coup. Maintenant, on va parler un peu plus du problème, de la problématique qui est derrière ce projet. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème que j'ai pu voir, c'est le problème de la barrière de la langue dans le milieu médical. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 100% des médecins qui ont déjà eu un patient qui ne parle pas le français, au moins un patient. Et la meilleure solution, quand on a un patient qui ne parle pas le français, c'est d'avoir un interprète professionnel qui est là, bien au téléphone. Il faut savoir que ça coûte super cher. C'est entre 25 et 30 euros ou 15 minutes au téléphone, par tranche de 15 minutes. Et la disponibilité, elle dépend de l'interprète. On a tous 24 heures dans une journée. Il y a d'autres solutions aussi qui existent, mais qui sont plutôt plus ou moins inadaptées pour les secteurs médicaux, même si elles peuvent être assez bonnes pour d'autres domaines. Et donc, on va vous montrer des vidéos de ce qui arrive dans les hôpitaux. Donc, ça, c'est le quotidien des hôpitaux parisiens avec les patients allophones, donc qui ne parlent pas le français. Le patient suivant est bien réveillé, lui, mais difficile là aussi de communiquer avec lui. Ici, mal? Ouais. Et ici aussi? Non. Ici? Non. Ici? Pipi, caca, ça va? Toilette? Toilette, c'est bon. C'est bon? Ouais. On doit aller faire un toucher rectal quand même. Qu'est-ce que tu fais, putain? J'essaie de trouver une application pour parler avec le monsieur, parce qu'il ne parle aucune langue à part l'ourdou. Parlez, dites-moi qu'est-ce qu'il y a. Parlez. Vous parlez. Ici. En ourdou. Appuie ici et parle. Non, pas de... Ourdou, non français, ourdou. Ourdou, ouais. Vas-y. Listen to me. Parle, normal. Comme si tu parles à ta famille. Parle. Ourdou. Oui, parle. En tant que médecin en Seine-Saint-Denis, elle voit passer des patients venus du monde entier, sous-continent indien, mais aussi Afrique subsaharienne ou Proche-Orient. Ces patients parlent des dizaines de langues différentes. Vous voyez un peu ce qui peut se passer et c'est des choses qui peuvent arriver tous les jours en fait. Et encore là, ça a été filmé. Imaginez ce qui se passe derrière quand il n'y a pas la caméra. Nous, ce qu'on propose du coup, c'est une solution qui s'appelle AliaTalk. Donc, c'est un assistant vocal interprète médical. Bon, maintenant, je vous ai parlé du problème, de la solution. On va faire un rapide tour historique en fait de la création, enfin, de l'idée, de l'idéation jusqu'à aujourd'hui. On verra un peu plus en détail par la suite. Donc, en fait, mon envie d'entreprendre, c'était, après mon expérience en tant qu'entrepreneur d'intérêt général, j'avais plus envie d'être salarié, tout simplement. Je voulais vraiment être mon propre patron. Et pour moi, au début, ça allait passer par juste être freelance, au moins au début. Et puis après, pourquoi pas me lancer dans un projet entrepreneurial. Ensuite, 2019, c'est là qu'il y a eu le lancement du projet. J'ai eu une opportunité pour travailler à Station F, donc c'est un incubateur. Là, je vous ai mis, il en a fait environ deux par an d'incubateur pour être accompagné sur le projet. On a le début du projet, ensuite une version 1 de l'application, version 2, version 3 en 2022, et enfin le lancement qui va arriver. Donc, on va faire le lancement là en fin d'année. D'ailleurs, la semaine prochaine, on revient ici chez Google pour présenter avec Diversity Days l'application. Donc, vous pouvez scanner le QR code et vous inscrire. Voilà, ce sera la même heure la semaine prochaine. Ce sera un pitch de 5 minutes. On est un peu plus d'une dizaine à passer et chacun a présenté son projet entrepreneurial. Je vous incite à vous inscrire et à venir. Ça va être super, super intéressant. Je connais les autres projets aussi, vous verrez, qui sont vraiment top. Et bon, c'était pour la parenthèse. Ensuite, maintenant, je vais vous parler, on va revenir au début. Donc, le début, un peu solitaire. Bon, en vérité, il n'était pas vraiment solitaire dans le sens où, bien entendu, on est toujours accompagné. Donc, il y avait les incubateurs. Il y avait aussi toujours le réseau d'entrepreneurs. Et il y a une équipe aussi qui a beaucoup bougé, mais il y a quand même des personnes qui étaient aussi derrière ce projet avec moi.
Par contre, pour la partie tech, c'est une partie que j'ai voulu gérer, mais toute seule dès le départ du projet. Pour les choses les plus importantes, qui étaient vraiment l'application, le cœur même de la solution. Première chose en fait à faire quand vous commencez un projet entrepreneurial comme celui-ci, c'est que c'est une étape en fait. Le début, c'est une étape où la vision et la détermination que vous allez avoir par rapport au projet, ça va être vraiment crucial. Pour le coup, pour pas lâcher l'affaire, entre guillemets, par rapport à toutes les problématiques qui peuvent se passer dans l'entrepreneuriat en général. Avant tout, vous allez déterminer le besoin. Et ce qui s'est passé donc au départ, c'est qu'on a fait des tests utilisateurs avec des praticiens. Comment on faisait? On les a invités à venir à Station F et à venir tester l'application. L'application, c'était quoi au départ? Donc c'était en 2019. C'est ça. Mon ordinateur, un PC, un vieux PC, un code en Python, c'est un script. Et là, du coup, on va remettre le son. Patient et anglais. Là, vous entendez, il y a un petit texte. Pourquoi êtes-vous venu aux urgences? Pour décrire ce qu'on entend sans l'écho, c'est la voix de Windows. C'est la voix de Windows de base qui est très très robotique. Où est-ce que vous avez mal? Vous voyez, il y a à vous de parler, donc c'est au moment où on parle. Il écrit. Et derrière, vous voyez les traductions en fait. Le patient est tué. Pour ceux qui sont un peu loin, on a la phrase qui a été dite. Pourquoi êtes-vous venu aux urgences? Derrière, il y a une reformulation pour s'assurer que ce qui a été dit, c'était vraiment ce qu'on voulait. Donc, une reformulation. Pourquoi êtes-vous venu aux urgences? Là, je ne vois plus la reformulation. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, vous avez accès à la vidéo, en tout cas, pour ceux qui souhaitent la voir un peu plus en détail. Mais ce qui est intéressant, surtout, à savoir, c'est que c'était vraiment ça qu'on présentait aux praticiens. On les faisait venir, mais surtout pour les faire parler. Le but, c'était aussi de savoir comment ça se passe pour eux dans leur quotidien. Et c'est comme ça que j'ai eu pas mal d'anecdotes qu'on a pu me raconter sur ce qui se passe, en fait, sur le traitement des patients qui ne parlent pas forcément le français. Alors, cette première version-là que vous venez de voir, ça a permis de valider l'idée, valider le concept. C'est le premier époque. Quand on a ça, on veut passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est quoi? C'est l'industrialisation du projet. C'est vraiment arriver à quelque chose qui peut être utilisé par tous les praticiens à terme. Et là, donc il y a eu un événement qui s'est passé. Donc c'était en septembre à peu près de la même année, donc en 2019. J'ai eu l'occasion d'aller au Firebase Summit grâce à une invitation des Women Tech Makers. Et du coup, c'est Philippe Antoine, je ne sais pas s'il est là quelque part, qui m'avait invité à faire partie à venir aller en Pologne pour participer au congrès des Women Tech Makers. Et elles nous ont invités ensuite à aller à Madrid. Donc c'est marrant comment tout s'est fait, mais de manière un peu en mode coïncidence. Et pourtant, ça a été assez important pour moi cet événement. Pourquoi? Parce que j'ai pu demander à des experts là-bas. Je leur ai parlé de ma problématique. Donc, il y a un projet, voilà, on a une première version, mais ça marche que sur mon ordi. Qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là qu'on m'a parlé de Flutter. Donc, Flutter, c'est quoi? C'est un framework qui permet de faire du développement mobile. Alors, pour ceux qui connaissent, on a aussi le concurrent qui est React Native. Alors, Flutter, j'en avais déjà entendu parler auparavant, mais je n'avais jamais forcément pensé à ça. Et qu'est-ce qui a fait la différence et qu'est-ce qui a fait que j'ai utilisé du coup Flutter pour la suite? C'est que, en termes de courbe d'apprentissage, elle est beaucoup plus courte que sur du React Native. Du coup, comme mon but, c'est pas de devenir développeuse d'application, du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi de passer par Flutter. Et en plus, en termes de vitesse, d'intuitivité par rapport au code, c'était assez simple. Flutter, derrière, c'est du code en Dart. Dart, il n'y a pas besoin de faire des cours pour l'apprendre, c'est vraiment assez intuitif. Surtout quand on connaît d'autres langages derrière. Donc, ça va assez vite. Et justement, au point où donc je me souviens que la conférence avait lieu le jeudi et le dimanche d'après, j'avais déjà, j'étais super contente parce que j'avais déjà la petite, vous savez, l'APK, une APK, c'est le logiciel qu'on peut installer sur Android, et j'avais déjà
mon petit icône là avec écrit Aliatech et c'est que l'icône pour l'instant, il n'y avait pas encore le développement qui était derrière, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était super motivant pour la suite. Aliatech, du coup, l'application, en fait, il y a eu plusieurs phases. Version 1, c'est un peu ce que vous avez vu tout à l'heure avec en version ligne de commande. Là, en fait, voilà, c'était pas encore super designé. On est passé à une version 2, du coup, où là, j'ai été aidée par une designeuse qui nous accompagne encore aujourd'hui pour améliorer le design de l'application. Et ensuite, la version 3, en fait, le gros changement qu'il y a eu, c'était par rapport au back. Là, on a un back-end beaucoup plus robuste et en termes de sécurité, où là, voilà, là, au moins, on sait que tout est bien calibré, tout est fait comme il faut. Et donc là, vous avez voilà, les différents aperçus, en tout cas, de l'application. Et justement, maintenant, on va voir une petite démonstration de l'application. Alors, du coup, on va faire pareil pour le son. Et ceux qui veulent télécharger l'application en early, vous avez le உங்கள் பிறந்த நாள் என்ன? 7 ஏப்ரல் 2003. 7 avril 2003. Où est-ce que vous avez mal? எங்கே வலிக்கிறது என்று காட்ட முடியுமா? எனக்கு காலு வலிக்குது. J'ai une douleur aux jambes. Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous la douleur? உங்கள் வலியை 0 முதல் 10 வரை மதிப்பிட முடியுமா? 8. Passer à la diapo suivante. Et là, maintenant, on va parler. Donc là, voilà, là, vous avez vu un peu le projet, sa genèse, comment ça arrivé et enfin, comment ça s'est passé. Maintenant, on va parler de l'intégration d'un nouveau collaborateur. Alors, Kylian va ensuite se présenter. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kylian, c'est le premier à avoir vu le code. Donc, j'étais la seule à développer dessus. Et puis, là, quand il a rejoint le projet, voilà, c'est le premier qui a pu découvrir. Et puis là, maintenant, on va pouvoir discuter un peu plus de cette partie-là, de comment faire quand quelqu'un rejoint un projet, surtout un projet tech, et quelles ont été les lacunes et comment on a essayé de trouver des solutions par rapport à ça. Kylian, je te laisse te présenter. Donc bonjour, moi je m'appelle Kylian. J'ai rejoint Sama chez Aliatech début novembre. Je suis étudiant dans une école d'informatique à Paris et je fais des études d'ingénierie informatique. J'ai pu rencontrer Sama il y a de ça 2-3 ans lors d'un workshop sur une semaine avant mes études et j'ai pu la recroiser pendant mes cours du coup parce que c'est mon intervenante en première et deuxième année. Et justement, c'est lors de ces échanges que on a pu concrétiser et découvrir un peu plus, on a pu se découvrir tout simplement. Et c'est là que Sama a pu voir une compatibilité par rapport à ce projet. Et justement, comment ça s'est fait? Alors, première chose, pour ceux qui ont un projet perso et qui comptent justement en faire peut-être un projet un peu plus global par la suite, la première chose à laquelle penser, c'est vraiment commencer par créer une culture d'entreprise et des valeurs fortes. C'est la base. En fait, le fait de favoriser une culture d'entreprise qui valorise la diversité, l'inclusion, la collaboration, eh bien, tout ça, ça va être des facteurs clés pour intégrer efficacement vos nouveaux collaborateurs. Et chez nous, les valeurs, c'est la bienveillance, la diversité et l'excellence. Alors, à vous de choisir vos valeurs, bien entendu. Hein. Ces valeurs, j'ai pas eu forcément besoin de le dire à Kylian d'ailleurs. En fait, c'est des valeurs qui se reflètent dans la boîte, dans la startup. Vous voyez? Et par contre, par rapport à tout ce qui est lié au cadrage, par exemple, à ce qu'on attend d'une personne, donc là, je parle plus
des soft skills, du coup tu peux passer à la diapo juste après, par rapport à la sélection de ses collaborateurs. Alors la première chose justement, c'est de s'assurer qu'il y a un réel fit. Et donc que les collaborateurs adhèrent aux valeurs et à la culture de l'entreprise et voir leur compatibilité par rapport à la vision que l'on a du projet. Et là, c'était le cas avec Kylian, c'est-à-dire qu'il était intéressé par le projet dès le départ, et c'est que j'ai pu voir justement sur des choses qu'il a faites, alors que ce soit en cours ou justement sur les choses qu'il a pu proposer avant de commencer son stage. C'est là que j'ai pu voir en fait les éléments qui étaient intéressants par rapport à ce qu'on attend d'un premier collaborateur dans une boîte. Les compétences techniques. C'est plus important. Et les premiers que vous prenez dans votre boîte, assurez-vous qu'ils aient de super compétences. Pourquoi? Parce que en fait, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et on va vous parler après, vous allez comprendre pourquoi c'est si important. C'est que, en fait, lorsqu'on veut aller vite, on n'a pas forcément le temps d'expliquer les choses et de reprendre trop en détail les éléments d'un projet, surtout quand il a 3-4 ans derrière. Du coup, il faut vraiment quelqu'un qui arrive à comprendre vite les choses et se mettre directement en autonomie au travail. Et là, avec Kylian, c'était le cas. Dernière chose aussi qui est très importante, c'est la confiance mutuelle et le respect qui sont des piliers fondamentaux donc, de la collaboration pour une collaboration réussie. Et là, en effet, c'est une autre base, ça fait partie des soft skills également. En fait, c'est que à vous de vous assurer aussi qu'il y a cette confiance mutuelle où avec Kylian, en fait, c'est que c'est la première personne avec qui j'ai partagé un code qui, pour moi, c'est mes années de travail, en fait. Donc, il faut vraiment que je lui fasse confiance pour ça. Et là, pour le coup, je sais que c'était la bonne personne. Ça, c'est clair et net. Et on va voir maintenant, par rapport à la découverte du code, vous allez un peu comprendre pourquoi est-ce que, justement, dans la collaboration, il y a des choses qu'il faut absolument prendre en compte au départ. Tu peux passer. Alors, le code, pour ceux qui connaissent Flutter, c'est le dossier libre, c'est le code source en fait, de l'application. 44 000 lignes de code, et là, dont dans modèle 11 000 environ. Dans la partie tech, le cœur, 13 000 lignes de code. La partie design, 14 000. Et la partie outils utilitaires, 3 000 et quelques. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans ce que je voulais faire, mon objectif, c'est d'aller vite pour pouvoir proposer un produit rapidement aux utilisateurs. Donc, les commentaires de code qu'il faut faire, je ne les ai pas faits. Refactoring du code, qu'il vaut mieux faire, en effet, je ne l'ai pas fait non plus. Il y a pas mal de lignes de code qui sont juste des bouts, des doublons, en fait, au cas où. Je préfère le garder, on ne sait jamais, pour ne pas perdre de temps si finalement je veux reprendre l'ancienne version. Aussi par rapport aux commits. Donc, habituellement, on est tous d'accord que quand on commit, on fait attention, on fait des commits avec le nom du commit qui correspond à l'action qu'on a effectuée. On fait plein de petits commits. Alors moi, j'ai voulu me faciliter la vie et je sais très bien que, et c'est pas du tout ça que j'apprends d'ailleurs à mes élèves, lorsque je viens de cours, bien entendu. Mais en tout cas, pour mes commits, ce que je fais, c'est que dès qu'il y a une nouvelle version qui sort, je l'appelle app version 3.1 quelque chose et j'envoie. Voilà. Maintenant, Kylian va vous parler du reste. Donc, on peut se demander du coup, est-ce que c'est bien ou pas de ne pas appliquer de bonnes pratiques directement dès le début, comme ça? Et bien, la réponse, elle n'est pas aussi simple. Parce que là, comme Sama l'a dit, il n'y a pas eu de commentaires, il n'y a pas eu de documentation et il y a eu plein de lignes de code avec des fichiers qui peuvent être mélangés dans tous les sens et ça peut être très très confus. Sauf que le fait que ce ne soit pas documenté, ça peut être pallié par d'autres choses. Tout d'abord, une personne qui a des bonnes compétences techniques, elle peut très bien essayer de comprendre du code, même sans l'avoir jamais vu en fait. Elle peut essayer de comprendre, elle peut, en notant de lire plusieurs bouts de code, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de lire un peu tout, mais aussi, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a une communication qui est très très importante à avoir. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la première fois que j'ai découvert le code, clairement, je n'ai rien compris. Heureusement, j'avais Sama avec moi qui était là
pour m'expliquer tout d'abord dans la globalité comment est-ce que ça fonctionnait. Et au fur et à mesure du temps qu'elle m'expliquait le code le premier jour, je posais mes questions sur comment est-ce que ceci fonctionne, comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que ça s'est placé comme ça, etc. Et à force, on arrive je suis arrivé à comprendre le code dans sa globalité. Le plus grand moment où j'ai compris le code, c'était surtout quand j'ai commencé à travailler dessus. C'est là où j'ai eu mes premières tâches. C'est là où je suis entré dans le vif du sujet, excusez-moi, parce que je devais vraiment toucher au code, toucher à ce qui existait déjà, donc voir l'impact des choses que je faisais. Et c'est là que je voyais exactement ce qui faisait quoi. Et évidemment, à chaque fois que je touchais du code, je demandais à Sama pour savoir si c'était bien ça que je devais toucher ou si j'avais pas fait n'importe quoi. Évidemment, tout le long, ce que je me suis amusé à faire pendant que je codais, c'était refactoriser le code, ajouter des commentaires sur ce que j'ajoutais, ou alors, ce qui n'était pas commenté, j'ai ajouté des commentaires de la documentation. Et j'ai aussi refait le code de manière à ce qu'il respecte les conventions d'écriture, dans ce cas de Dart. Donc, est-ce que c'était une si mauvaise chose que Sama n'ait pas appliqué les bonnes pratiques tout de suite? Pour moi, c'est pas un oui. Parce que l'adaptation s'est faite assez rapidement. La compréhension s'est faite aussi rapidement de mon côté. Et surtout, ça lui a permis à elle d'aller très très vite quand elle codait seule. Après, évidemment, les bonnes pratiques, ce n'est pas seulement pour une équipe. Les bonnes pratiques, c'est très pratique quand on est seul. Lorsqu'on est seul, si on s'amuse à faire du code et à ne pas le commenter, à ne pas respecter les conventions, ce qui peut se passer, c'est que là, par exemple, le projet, ça fait 4 ans qu'il existe. Il est possible qu'on ne se rappelle pas de ce qu'on a codé il y a plusieurs mois, voire plusieurs années carrément. Et ça peut clairement ralentir le projet. Cependant, ça dépend de la taille du projet en cours et de ses compétences. Et je te laisse terminer. Alors, je vais passer à la censure. Alors du coup, par rapport à la communication qu'on a mise en place, parce que oui, en effet, c'est que c'est super important d'arriver à bien communiquer et à s'assurer que voilà, parce que on a tous les deux plein de choses à faire. Liane a encore ses cours, bien entendu, donc on ne peut pas se voir tous les jours pour le moment pour discuter du projet de vive voix. D'où l'importance d'avoir un outil qui nous permet de communiquer à distance sur les choses les plus essentielles. Et là, pour le coup, on a choisi Jira Software pour pouvoir gérer ça. Alors ça, c'est un logiciel que j'avais déjà utilisé tout seul une fois parce qu'à un moment, j'ai voulu le faire. Le fait de bien commenter les choses, etc. Quand j'ai compris que je perdais énormément de temps, parce qu'en vérité, je commentais pour qui? Pour moi-même. Voilà, j'ai préféré aller plus vite et laisser tomber. Par contre, l'outil Jira, il est vraiment super intéressant parce que, surtout quand on collabore à plusieurs, en fait, c'est qu'on voit qui est-ce qui fait quoi. Derrière, on peut aussi directement le lier à son GitLab ou son GitHub. Et en fait, c'est que ça va assez vite. Du coup, Kylian pourra vous parler aussi de son expérience avec. Et je te laisse présenter aussi ce que c'est, si parmi vous, tu ne connais pas forcément. L'avantage de Jira, comme l'a dit Sama, était qu'on peut lier directement chaque ticket, par exemple, au code derrière sur le repos. Là, par exemple, l'application avant, comme Sama l'a dit, à chaque fois, elle faisait des gits un par un. Mais du coup, c'était sur la même branche. Tout le monde connaît Git ici. C'était sur la même branche. Quand on est tout seul pour coder, ça va. Il ne peut pas y avoir de conflit avec son propre code. Ou alors, on se complique la vie. Sauf que là, du coup, elle n'est plus toute seule à travailler. Donc, travailler sur le même projet, c'est clairement pas possible sans branche. Donc, ce qui est pratique avec Jira, c'est qu'on peut associer les tickets avec des branches directement et dire, là, par exemple, ici, il y a un bug, il faudra le corriger, hop, nouvelle branche, on associe le ticket à cette branche, et une fois que c'est terminé, on met un commit, on dit à Jira de faire un commit à la fin, ça va merge, et il y aura le nom du ticket qui va se mettre tout seul. Après, c'est à nous de mettre manuellement ça dans terminé.
Et tout ça, ça permet de pouvoir travailler en collaboration beaucoup plus facilement et pour éviter tout type de bug qu'il pourrait y avoir. Et donc, pour conclure, autre chose qui est super important, comme vous l'avez compris, hein, c'est la communication, le feedback. Donc, encourager une communication ouverte et régulière dans la collaboration. Aussi donner des retours constructifs, en fait. Il ne faut pas hésiter lorsque quelqu'un fait quelque chose qui est top, il faut le dire, en fait, parce que c'est pas forcément évident même si pour nous, parce que je sais que j'avais tendance à faire ça auparavant, ça peut être évident, en fait, pour soi-même de se dire, bah oui, c'est du bon travail. Mais il ne faut pas hésiter à le dire à son collaborateur pour le mettre en valeur, justement, et qu'il comprenne à quel point telle chose était super important. Et du coup, c'est tout ça qui va aider à aligner les attentes et à renforcer l'engagement de l'équipe. Merci. Alors, merci Sama et Kylian. Alors, attends. Tout d'abord, mes excuses à Mélanie. J'ai complètement oublié les questions. Donc, n'hésitez pas à aller voir Mélanie tout à l'heure. Et là, niveau de timing, on a un peu dépassé. Donc, une question. Donc, soyez prudents. Déjà, félicitations parce qu'il est incroyable ton projet. J'avais déjà vu ce reportage, je savais que ça m'avait frappé. Et du coup, je suis curieuse de savoir un peu, la santé, c'est quelque chose qui est très régulé. Du coup, j'étais curieuse de savoir comment tu avais fait face à, voilà, parce que j'avais regardé une fois et pour stocker des données patients, ce genre de choses, c'est extrêmement sensible. Il y a des façons de pas qui doivent être particulières et tout ça. Donc, j'étais curieuse de savoir comment tu avais fait face à cet obstacle. Complètement. Alors, en effet, quand on est dans la santé, c'est une problématique en plus, en fait, sur son projet qu'il faut prendre très sérieusement, du coup. Et ce qu'il faut, tout simplement, par rapport à l'hébergement, c'est qu'il faut un HDS, hébergeur de données de santé. En fait, c'est qu'il y a un certain nombre de fournisseurs de solutions qui sont agréés, en fait, et qui ont suivi des lignes directives et qui font qu'elles sont aujourd'hui agréées par l'État. Donc, on a le droit de les utiliser pour stocker de la donnée de santé. Ça, c'est la première chose. Une autre question que tu avais, je crois, c'était par rapport à j'imagine, la qualité, comment on peut être sûr par rapport à la qualité des traductions, c'est ça ou je sais pas si c'est. Alors, du coup, oui, je trouve ça très intéressant comme sujet. Moi, j'étais plutôt au côté sécu et stockage très infra, mais hyper intéressant de savoir justement, parce que je sais que ces modèles-là d'NLP, des fois, ils bégayent un peu. Donc, voilà. Alors, en effet, nous, on a pu le voir avec le. Alors, c'était un peu rapide et en effet, c'était peut-être un peu flou sur l'écran, mais le moment où on parle de reformulation, en fait, c'est ça qui fait toute la différence. Le fait de reformuler la phrase fait qu'on assure aux praticiens que ce qui va être traduit correspond à ce qu'on a dit. Si on utilise un système de traduction lambda, ce sera de la traduction plus ou moins mot à mot. C'est un peu comme une boîte noire, il faut lui faire confiance. Et là, on n'a pas ni le côté médical qui ressort, ni le côté culturel. Et nous, c'est ce qu'on a mis en avant. C'est-à-dire que les traductions que l'on propose, elles sont basées sur des phrases qui sont anticipées de ce que va dire le praticien. Et ces phrases-là, on les vérifie grâce à des praticiens qui ont une double culture. Nous, c'est ce qu'on recherche. Des praticiens qui nous aident et qui ont une double culture pour traduire l'application, enfin traduire les phrases donc médicales, et s'assurer que lors de la traduction, ça correspond vraiment à comment eux se seraient exprimés s'ils avaient un patient de cette même culture devant eux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle avec des patients et non pas d'autres médecins, en fait. Donc, une traduction mot à mot, en fait, si la personne n'a pas fait d'études ou quoi, on peut penser qu'en effet, des fois, il peut y avoir des limitations sur le vocabulaire. D'où l'importance de s'adapter vraiment aux patients et aussi aux praticiens. Juste ajouter quelque chose sur la sécurité, c'est que du coup, c'est un système de compte. Donc, il y a des informations sur un compte qui sont stockées. Sauf que les conversations, aucune information n'est liée avec le compte. C'est-à-dire que quand on crée une conversation, tout de suite, c'est à part du compte. Il n'y a pas de lien entre les deux. Et surtout, une fois qu'on quitte la conversation est supprimée du téléphone tout de suite. Niveau sécurité médicale, là-dessus, on n'a aucun stockage par rapport aux patients. Merci. Maintenant, accueillons Athos.
Voilà. Ah non, je sais. Ah oui. Comme ça, c'est bon? Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être là et c'est génial de voir aujourd'hui un petit peu tous les différents types de métiers qu'on a pu voir, les différents types de quant ingénieur, même d'ingénieur, l'entrepreneuriat. Donc, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous parler. Aussi, toujours, on va rester dans la tech, au niveau ingénieur et plutôt de ce qu'il y a au-dessus de quand on veut grandir après le niveau senior software engineer. Je suis désolée, il va y avoir beaucoup de franglish. Les slides sont en général bien surtout en anglais. Et je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Alice Bonhomme-Biais et donc je suis software engineer coach. Donc, je pense que 99% de vous doivent se dire, mais c'est quoi ce titre? Ça veut rien dire et ça veut tout dire. Donc, je vais vous expliquer. En fait, j'ai passé 25 ans dans la tech, dont 12 ans à Google, mais pas dans ce bureau-là. En fait, j'étais au bureau de New York. Donc, moi, je suis originaire de Saint-Étienne. Je suis stéphanoise, très fière de l'être. J'ai fait mes études à Lyon. Puis ensuite, je suis partie aux États-Unis, où j'ai rejoint Google à New York. J'ai passé 12 ans. J'ai fait du développement. J'ai été tech lead. J'ai été manager. Ensuite, j'ai été à nouveau ingénieur développeur. Ensuite, j'ai travaillé avec des startups, avec aussi des entrepreneurs. Donc, j'ai beaucoup débugué de systèmes. Pendant 25 ans, j'ai construit des systèmes, j'ai débugué des systèmes. Et maintenant, en fait, je débug des humains. Voilà, je suis passée de l'un à l'autre. Et en fait, je me dis, l'être humain, finalement, c'est quoi? En fait, on a plein d'algorithmes en nous. On prend des décisions tous les jours. Vous avez pris une décision de venir aujourd'hui ici. Vous avez pris une décision de prendre le métro ou un vélo ou de marcher. On prend des décisions quand on va coder. On prend des décisions quand on va designer, etc. Donc, en fait, on a des algorithmes en nous. C'est notre intelligence qui n'est pas artificielle, qui est naturelle. Et il se trouve qu'en fait, on a développé plein d'outils pour débugger tous ces trucs d'intelligence artificielle, d'algorithmes. Mais finalement, on ne se débug pas soi-même si souvent que ça. Donc voilà, donc moi c'est ce que je fais, j'aide les gens s'auto-débugger, à se mettre des breakpoints, à regarder un petit peu autour de vous l'état de la mémoire des différentes variables et voir comment vous pouvez changer vos algorithmes. Donc c'est ce que je fais. Et un sujet qui revient régulièrement, c'est voilà, comment gérer ma carrière et comment au niveau de ma carrière, quand j'arrive un petit peu au niveau de senior, comment continuer à grandir après senior. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous un petit peu ce que j'ai appris via ma propre carrière et puis aussi via les différents coachings que j'ai faits, puisqu'il y a un peu des thèmes similaires quand même. Donc en fait, quand on arrive au niveau senior, ça veut dire quoi? Alors déjà, suivant les compagnies, ça veut dire plein de choses différentes. Chaque compagnie va avoir un petit peu des définitions un petit peu différentes, mais ce qu'il peut y avoir en commun, c'est que d'abord, en fait, vous êtes venu experte sur une technologie, enfin vous avez une expertise technique au niveau du code, un peu au niveau de design. Donc ça peut être sur une fonctionnalité spécifique, sur une partie de code, etc. Mais vous avez développé un peu cette expertise. Vous avez développé aussi un peu d'ownership, de responsabilité. Vous pouvez être responsable d'une fonctionnalité spécifique du produit, par exemple. Ou responsable, vous êtes la personne que les gens vont voir par rapport à une technologie spécifique. Vous êtes la personne qu'on va voir quand tout pète en production, on se dit on ne sait pas quoi faire, et on va voir cette personne-là. Donc quand on est senior, on commence à avoir un petit peu cette assise. Et puis, en tant que senior, on est aussi autonome en général dans notre travail. Tu parlais tout à l'heure d'autonomie, c'est quelque chose de très important, c'est pouvoir prendre un problème un petit peu complexe et puis le découper en petits bouts, pouvoir aller voir son manager ou d'autres personnes pour donner un petit peu, voir où ça en est, ou dire quand on pense qu'on va être en retard, etc. Donc, on sait que quand on est senior, on peut nous donner, par exemple, une feature et puis, voilà, on va savoir faire toutes les étapes. Et du coup, au passage, on peut aussi mentorer des gens plus juniors, etc. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, en fait, au niveau senior, on est en général
une personne, une contributrice au niveau de la société assez solide. Il y a pas mal de compagnies dans lesquelles on peut arriver à senior et puis continuer à senior sans forcément avoir à continuer à grandir plus loin dans sa carrière. Mais si on veut continuer à grandir, en général, il peut y avoir deux voies possibles. Alors, et ça, je pense, c'est pas encore dans toutes les compagnies en France. Aux États-Unis, ça l'est beaucoup plus, où en fait, une fois qu'on arrive senior, des fois, on peut avoir deux chemins possibles. Se mettre à manager des équipes, ou alors continuer en contributeur individuel, comme on dit le IC track, et passer staff engineer, senior staff, où on entend parler principal, etc., sans forcément manager des équipes, mais en ayant toujours une énorme influence en fait sur la société. Mais dans tous les cas, et d'ailleurs, si vous voulez apprendre plus, il y a Tanya Riley, une amie qui a écrit The Staff Engineer Path, que je recommande vraiment si vous êtes dans une société qui a ce type de career path, parce que c'est vraiment très intéressant. Mais dans les deux cas, je vais vous parler un petit peu des compétences qu'il faut essayer de grandir, en fait, de développer pour réussir à continuer à grandir, et ça s'applique à la fois en management et puis à la fois en fait en staff, pour continuer à avoir un impact au niveau technique. Et ces deux points, parce qu'en fait, vous allez continuer les 4 boîtes que je montrais tout à l'heure, continuer à les grandir, mais en fait, on a besoin en plus de développer 2 autres choses qui sont l'impact et l'influence. Parce qu'en fait, quand on est senior, en fait, on a montré qu'on est capable de faire quelque chose. On est capable d'écrire du code complexe, on est capable de débugger des systèmes, d'être autonome. Ce qu'on veut, quand on continue à monter, c'est on est capable de prendre ses capacités et de le transformer vraiment en impact. Donc, je vais vous expliquer un peu plus ce que ça veut dire quand on dit impact, parce que c'est un grand mot qui veut tout dire et rien dire des fois. Mais pour avoir cet impact, il faudra aussi construire et développer cette influence. Donc, si on va directement, qu'est-ce que c'est l'impact ? Tout simplement, en fait, c'est se focaliser sur le business et les clients. Et je sais que des fois, quand on est technique, on est là, ah non, moi, je ne veux pas parler business, je ne veux pas parler, c'est le rôle des commerciaux, c'est le rôle des produits, etc. Mais la réalité, c'est que, en fait, on bosse dans une société et cette société, elle est financée comment ? Par le business qui est développé et par les clients. C'est une réalité. Donc, le plus proche que vous allez être, en fait, de penser business aussi, le plus proche, vous allez pouvoir réussir à avoir un impact dans la société et changer. Alors, ça ne veut pas dire je fais que les trucs qui vont rapporter des dollars ou des euros à la boîte. Non, c'est juste se mettre dans l'état d'esprit que quand on fait quelque chose, toujours penser quel impact ça peut avoir. Et ça veut dire d'un point de vue en particulier pour les personnes qui viennent du monde de la tech, passer quand on communique en anglais on dit du what et how, et passer à du why. Donc, en fait, quand on est très technique, on pense toujours à résoudre des problèmes. Donc, on discute de comment on va résoudre les problèmes, quels problèmes on va résoudre, mais on oublie souvent d'expliquer pourquoi c'est important. Et en fait, quand on veut réussir à influencer encore plus dans une société, c'est là où c'est important. Il y a plein de gens, ils ne vont pas comprendre c'est what et c'est how. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'essayer de convaincre votre manager et de dire voilà, il faut absolument faire cette fonction, il faut absolument faire ça, et en fait soit la personne ne comprend rien ou elle n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est important. C'est déjà arrivé à des gens ça dans la salle un peu? Ouais, on est là, moi ça m'est arrivé plein de fois aussi, et c'est super frustrant. Et pourquoi? C'est souvent en fait parce qu'on parle comme ça et on ne parle pas forcément avec le why, on ne parle pas forcément assez proche du business pour réussir à convaincre. Et une façon de parler du why, c'est en fait se poser ces questions-là. À chaque fois, se dire, quand on veut plutôt qu'on veut partir et expliquer sur comment on va faire les choses et qu'est-ce qu'on doit faire, c'est se dire pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important de le faire maintenant, et surtout, qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas. Et ça peut vous aider en fait à trouver vraiment le why. Alors, je peux vous donner une idée. Un exemple, il y avait en fait une personne avec qui je travaillais qui nous avait dit, je suis super frustrée, on a tout changé de notre développement, notre cycle de développement, on a introduit une stack de dev et de staging pour aller plus vite pour nos développeurs, et puis en fait il y a la dernière phase qui était changer tout le système de permission et d'accueil pour que toutes les stacks n'utilisent pas la même, et j'arrive pas à faire que ce soit prioritisé par ma manager. Il dit, je suis super frustrée. Il dit, pourquoi c'est important? Parce qu'elle m'expliquait qu'il faut faire l'étape A, il faut développer d'abord le hackle sur le système staging, etc. J'ai dit non.
pourquoi c'est important? Je me dis, à l'heure actuelle, tous les développeurs perdent du temps. On perd énormément de temps parce que quand on veut déployer en staging, à chaque fois, on se dit peut-être que je vais développer en dev et puis on push dans le mauvais environnement, on revient en arrière, on perd du temps, etc. Je dis, OK, mais pourquoi c'est important de faire ça maintenant? Elle dit, parce que c'est avec l'été, il y a les stagiaires qui vont arriver, ça va être le gros boxon. Je lui dis, OK, qu'est-ce qui se passe si ça ne se fait pas? Elle me dit, ce qui se passe, c'est qu'il y a un stagiaire qui va finir par supprimer des données en production. Et j'ai pas. Ça, c'est ça qu'il faut dire à ta manager. Tu dis, si on ne fait pas le système ACL, en fait, il y a des données en production qui risquent de partir. Et là, la manager, elle dit, là, je vois l'impact sur le business, et là, je vois. Donc, souvent, poser les questions, souvent on dit les five whys, les pourquoi, jusqu'à arriver vraiment à la source. Et même si des fois, un argument, ça va être 20% de tout ce que vous voulez faire, mais c'est les 20% qui vont aider justement à convaincre pourquoi c'est important. Donc, voilà pour la phase un petit peu impact. Donc, pensez toujours why. Mais pour avoir cet impact et convaincre les gens, en fait, il faut aussi avoir petit à petit son réseau d'influence. Et plus vous voulez monter en seniorité, plus cette influence est importante. Et là, il n'y a pas, c'est pas très compliqué. Il faut commencer à influencer plus que votre équipe. Donc plus que les gens qui sont en junior, les gens qui sont à côté, à droite, à gauche. Il va falloir influencer vos managers. D'autres product managers, d'autres, peut-être même des growth engineers, d'autres types de fonctions dans la société. Et pour influencer ces personnes, en fait, il faut simplement créer ces relations. Et créer ces relations, souvent les gens me disent « Ouais, mais allez, c'est bon, moi je lis Slack, donc j'ai toutes les infos, je vais au Alliance Meeting, j'ai tout ça. » Sauf que vous avez toutes ces infos, une fois que ça a déjà été pensé, on commence à en parler. Mais en fait, si on veut influencer, il faut réussir à avoir ces informations-là et ces relations avant. Ça vous permet aussi, des fois, quand vous avez des idées, avant d'écrire un grand document avec le design et toutes mes idées, machin, d'en parler de manière un peu plus casual, comme on dit, autour de vous et réussir à avoir ce feedback. Moi, je me souviens, quand j'étais à Google, j'avais tous les trimestres, j'avais un café avec différentes personnes, c'était dans le calendrier. Et puis, on allait se voir, on dit, tiens, il y a quoi de nouveau chez toi? Il y a telle idée que j'avais envie de partager. Et ça me permettait d'avoir un petit peu une idée de ce qui se passait un peu partout. Alors, des fois, ce qui n'est pas facile, c'est à commencer. Parce qu'on dit, je ne vais pas aller voir telle personne, et tu ne veux pas prendre un café. C'est pas facile. En plus, en étant de plus en plus remote, c'est encore plus dur. Mais prenez un prétexte. Par exemple, vous avez une feature que vous voulez faire et vous dites peut-être que cette équipe, ça peut être intéressant de discuter avec elle et utiliser cette excuse pour aller voir la personne et dire qu'est-ce que tu en penses? Et puis à la fin de la conversation, lui dire est-ce que toi, il y a des trucs qui t'intéressent de mon équipe ou toi, où t'en es? Quelles sont les choses qui se passent de ton côté? Et puis dire tiens, est-ce que ça t'intéresse qu'on en discute tous les 3 mois? Et puis, on met dans le calendrier, parce que 3 mois, ça passe super vite. Et puis, ça vous rappellera et ça fait votre réseau. Le meilleur exemple de pourquoi c'est important d'avoir un réseau prêt, c'est ce qui s'est passé ce week-end. Quand on voit ce week-end comment, en 2-3 mouvements, on change de CEO, on remet, etc. Les gens, ils avaient leur réseau tout prêt. Ils se connaissaient bien, ils savaient bien tout ce qui se passait. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Et des fois, il faut se faire un petit peu... faut se pousser un petit peu pour essayer d'aller le faire, mais en fait, ça vraiment, surtout de ce point de vue-là, ça permet vraiment d'avoir du feedback un peu tôt quand vous avez des idées, quand vous cherchez, par exemple, le why, comment réussir à convaincre quelqu'un ou d'autres product managers, aller discuter avec quelqu'un qui a déjà travaillé avec cette personne, par exemple. Donc voilà, à ton avis, comment je peux réussir à vendre telle fonctionnalité et ça va créer petit à petit ces liens. Et enfin, en influence aussi, important, c'est influencer votre manager. Donc, c'est le concept un peu, une version de managing up. C'est souvent, on voit son manager comme la personne qui nous dit quoi faire, la personne qui va gérer notre carrière, et on va être des fois un petit peu passif. Pour continuer à évoluer, en fait, il faut être proactif et essayer de voir votre manager plus comme un partenaire, en fait, ou une partenaire. Quelqu'un qui va, en fait,
vous aider un petit peu à naviguer. Et si elle ne vous aide pas, ben, vous allez la forcer à naviguer. Et pour ça, être proactif, à dire par exemple, il y a un nouveau projet qui est en train de se faire quelque part, qui a besoin, où on va développer un cache, par exemple. Vous avez travaillé il y a 3 ans sur un cache. Une approche, c'est de dire, je vais attendre que ma manager, elle se rappelle qu'en fait, j'ai travaillé sur un cache et qu'elle me propose de travailler dessus. Ça, c'est l'option 1. Ou l'option 2, ben, je vais la voir en disant, ben, en fait, j'ai travaillé sur un cache, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je voudrais, s'il y a une possibilité, de travailler sur ce projet-là. Et le deuxième, c'est pas se mettre en avant, c'est en fait faciliter la vie de votre manager, en fait, tout simplement. Donc, en fait, vraiment, et amener des idées à votre manager. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais Alice, je fais le boulot de mon manager dans ce cas-là. Bah ouais, mais ça facilite, mais en fait, un manager ou une manager n'a jamais assez de temps pour tout faire. Et donc, quand vous commencez à faire ça, vous facilitez sa vie et la personne, elle apprécie beaucoup. Donc, voilà, donc, manager et commencez à influencer votre manager. Donc, voilà, des petits trucs pour grandir. Et ensuite, les gens me disent, ouais, mais comment je sais si je suis capable, si ça y est, je suis arrivée au niveau du dessus en fait, une des meilleures façons, c'est de vous évaluer régulièrement. Donc, un conseil que je donne souvent, c'est d'avoir un accomplishment document. Donc, document d'accomplissement, de contribution. À la fin de la semaine, par exemple, vous avez un document et puis écrire un petit peu ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait et l'impact que ça. Déjà, des fois, on se sent bien parce qu'en fait, en général, on se souvient tout le temps que les trucs qu'on n'a pas eu le temps de faire, les trucs qui n'ont pas marché, mais les trucs positifs, bah, ça fait du bien. Et un autre point, c'est que quand on commence à passer au niveau seniorité, il faut arrêter de penser que nos contributions sont uniquement du code. Parce que quand on code au début, on se dit, voilà, ma contribution, c'est le code qui arrive en production. Sauf que plus on devient senior, plus en fait nos contributions, c'est plus tant nos lignes de code qui arrivent en production, mais il y a plein d'autres contributions qu'on a tendance au départ à pas forcément voir. Les autres contributions, ça peut être des commentaires sur des design reviews. Il y a un document de design, vous le regardez et vous dites, ah, en fait là, la personne ne se rend pas compte, mais ça va envoyer toute une charge à un autre serveur et ça n'a pas été prévu. Alors votre contribution, c'est sûr, c'est une phrase et un commentaire dans un document. Mais ce commentaire, il est crucial, il a un énorme impact parce qu'il permet de prévoir à l'avance une surcharge d'un autre serveur. Et donc, essayez de penser à ça. Donc ça, on l'écrit dans le petit accomplishment document et on dit, bah voilà, en revoyant ce design, j'ai vu qu'il y avait un problème de performance. Et ce petit truc, vous le gardez pour vous. Et il y en a plein dans les revues de code. Connectez les gens aussi. Il y a des gens qui sont très forts à ça, qui vont dire, tu devrais parler à Clara parce que Clara, elle travaille sur un projet similaire. Et de là, ça se peut, il va se passer quelque chose. Donc, quand vous écrivez tout ça, et régulièrement, par exemple, le temps de la rive de promotion, vous regardez, et puis vous regardez quels sont les patterns qui sortent de ça. Et de là, vous pouvez trouver vos forces. En disant, ouais, en fait, je suis vachement forte à faire des revues de design quand même, parce que j'ai trouvé tous ces problèmes potentiels. Et ressortir ça, et ensuite, c'est ça que vous pouvez mettre en avant dans vos cas de promotion, etc. Donc, surtout, arrêtez de penser que les contributions, c'est que du code, parce que sinon, quand on devient impressionnant, on rentre le soir à la maison, on se dit, j'ai bossé comme une tarée et j'ai rien fait. donc voilà, donc pensez à toutes ces choses-là qui sont super importantes. Tammy Riley, dans son livre de Staff Engineer, elle appelle aussi tout ce qui est, c'est the glue work. C'est tout ce qui fait que en fait, ça tient et ça continue à marcher, à tenir. Et ça, il n'y a que vous qui le voyez. Donc, c'est à vous à le mettre en avant. Je regarde mon temps. Un autre point que j'aime bien partager, c'est savoir ce qui est important pour nous. Parce qu'on dit, OK, voilà ce que je sais bien faire, etc. Mais des fois, on a tendance on va dire, je vais faire ce qui est bien pour passer au niveau du dessus et on oublie de réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc, moi, souvent, dans ma carrière, j'ai petit à petit, j'ai commencé à penser à faire les choix, que ce soit de projet ou de carrière, en fonction de ces 3 axes. Les what, who, why. Et le what, c'est par exemple l'axe de le challenge technique, en fait. Quel challenge technique j'ai envie sur lequel j'ai envie de travailler? Est-ce que c'est important pour moi, le type de challenge technique? Est-ce que c'est ça qui me drive? Moi, au début de ma carrière, c'était clairement ça.
je me disais, ça, c'est les gens avec qui on travaille. Est-ce que c'est important pour vous, les gens avec qui vous travaillez? Et le why, c'est le pourquoi, la mission, l'impact du travail que vous faites. Alors, c'est sûr que si vous pouvez avoir les trois alignés, alors là, c'est le top du top, quoi. Moi, j'ai eu une fois ça dans ma carrière et c'était waouh! Mais sinon, c'est pas évident d'avoir les trois. Donc, c'est important de savoir, à l'instant T, maintenant, quand vous prenez une décision, lequel est le plus important pour vous. Et ça aide beaucoup après à repenser, en fait, à votre carrière. Moi, je sais que j'ai commencé, c'était le what. C'était, je rentrais à Google, je travaillais sur les algorithmes les plus fous, etc. Et puis, petit à petit, je me suis dit, ouais, mais je suis prête à compromettre un petit peu là pour travailler avec des personnes avec qui je me sens plus à l'aise, où je vais apprendre, etc. Après, j'ai eu une phase en disant, je m'en fous de ça, c'est la mission. Je vais faire, je sais pas, je peux même faire du tech support, je peux faire du développement, du UI, du produit. Je m'en fous à partir du moment où la mission, les entrepreneurs, souvent, il y a beaucoup. Là, tu as dû porter 15 millions de casquettes, faire plein de trucs différents. Voilà. Et donc, ça peut changer, mais savoir un petit peu à l'instant T ce qui est important pour vous va beaucoup aider dans les choix de carrière. Et même dans l'évolution, justement, au-dessus de senior, en disant, est-ce que j'ai envie de continuer en étant vraiment focalisé sur mes challenges techniques, ou est-ce que j'ai envie, justement, d'évoluer un petit peu plus par là, ou est-ce qu'en fait, c'est l'ambition qui est le plus important pour moi. Voilà. Et le dernier petit truc que je voulais vous partager avant de conclure, c'est check your fuel tank. C'est un peu notre niveau d'énergie qu'on a quand on travaille. Et ben, il y a toujours les choses qu'on fait pour la journée qui le remplissent, et puis il y a ceux qui le vident. Et c'est très différent suivant les gens. Hein. Un meeting en présentiel, ça peut remplir le fuel tank de quelqu'un, ou ça peut le vider pour d'autres. Et donc, en fait, de temps en temps, moi, je fais le petit exercice dans la semaine. Je regarde ma semaine et je regarde ce qui fait, ce qui le vide et ce qui le remplit. Et ensuite, on peut réorganiser ces journées pour répartir ou voir, c'est quand il y a trop de rouge, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'en fait, je peux diminuer le nombre de choses qui sont dans le rouge? Est-ce que je peux le déléguer? Est-ce que je peux essayer qu'elle soit moins rouge? En fait, en adaptant, etc. Mais important de garder ça et de vous garder en tête pour vous prioriser aussi pour pouvoir continuer à être bien dans votre boulot. Donc voilà, donc en conclusion, focalisez, pensez à business impact, why, ça vous aidera à convaincre les relations, à essayer de créer pour pouvoir réussir à étendre votre influence. Écrivez un petit peu vos petits accomplishments qui permettront d'identifier un petit peu vos forces, parce que souvent en fait nos forces, ce qui est le plus fort en nous, nos plus grandes compétences, souvent en fait on s'en rend pas compte. C'est souvent en fait ce qu'on fait, c'est tellement évident pour nous de le faire qu'en fait on oublie, on se rend pas compte que c'est une force et d'autres personnes externes vont pouvoir le voir. Donc c'est important de se rendre compte de son pouvoir secret, on va dire. Et penser à rester dans le vert, dans votre niveau d'énergie. Voilà. C'est des petits articles intéressants à lire dessus, et si vous voulez les avoir, il y a un petit QR code pour accéder. Est-ce que tu peux prendre une question, mais après. Ouais. Si vous voulez poser une question, mais après, il y a l'apéro qui attend, vous pourriez en poser plein. Oui. Oui, je n'ai pas vu votre main. Je regarde aussi. Moi, je suis toujours extrêmement dubitative avec ces notions de junior, mid, senior, staff. Parce que comme tu as très bien dit en début de talk, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment entre les boîtes, c'est très, très différent. Et du coup, j'étais curieuse de savoir, en fait, comment est-ce qu'on peut évaluer et comment est-ce qu'on peut s'évaluer. Parce que moi, par exemple, je suis censée être junior. Je me sens même pas junior, en fait. Donc, je suis très curieuse de savoir comment ça se passe. Et pareil, on va parler que le passage le plus difficile, c'était justement de mid à senior, et que finalement, senior à staff, c'était moins dur.
Du coup, j'étais curieuse de savoir un peu comment ça se passait. Alors, je pense que déjà, ça dépend en effet beaucoup des sociétés, en fait, suivant. Après, la réalité, c'est que la pyramide, c'est une pyramide comme ça, hein, au niveau des jobs. Donc, en fait, il y a beaucoup de juniors et c'est pas proportionnel. C'est-à-dire qu'en fait, chaque étape est de plus en plus longue et de plus en plus. Donc, moi, je dirais que le senior à staff, il n'est pas facile. Et après, ça va dépendre peut-être des compagnies. Et puis aussi, ça dépend si la compagnie, elle grossit beaucoup. C'est plus facile à ce niveau-là. Et comment s'évaluer? En fait, souvent, déjà, c'est demander à votre compagnie quelles sont les grilles d'évaluation. Ça peut varier beaucoup. Il y a des compagnies qui ont des trucs très, très développés et d'autres, pas trop, surtout si c'est des startups ou un peu jeunes, etc. Et ça peut être, en fait, d'avoir une discussion claire avec ton ou ta manager et de dire, voilà, pour aller au niveau du dessus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quels sont les objectifs? Parce que, il faut être plus autonome. OK, mais qu'est-ce que je pourrais faire qui montrera que je peux être plus autonome? Est-ce que ça veut dire lancer une feature? Est-ce que ça veut dire lancer 3 features? Qu'est-ce que ça veut dire lancer une feature de manière autonome? Et donc être le plus précis possible et presque avoir une liste en disant voilà ce qu'il faut que je réussisse à faire pour aller au niveau du dessus. Des fois, il y a des managers qui ne vont pas être à l'aise avec ça parce qu'ils réalisent qu'en fait, ils ne le savent pas forcément non plus. Ouais. Et donc là, ça peut aider. Et là, on est dans le managing up. Je pousse ma manager à faire son boulot, quoi. À dire, voilà, il faut avoir plus de détails. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je reste là pour discuter après. Et puis, je pense que c'est là où on va aller à l'apéro. Merci à toutes et merci aux Erasmus. Sur la glace. Oui, alors, il faut bien merci. Bah oui, c'est bien sûr, je me dis ça et
Oui, bah voilà, on va se dire, rien 60. On voit